Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h40 très exactement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, une revue de la presse que nous allons débuter par le titre important de cette journée, de ce début de semaine. Le vice-président américain Mike Pence arrivera ce soir en Israël pour une visite de 2 jours et le Israel Hayom lui souhaite ce matin la bienvenue en anglais. Welcome Mr. Vice President, titre le journal en rajoutant à ce titre les drapeaux israéliens et américains. Le vice-président rencontrera Binyamin Netanyahou demain vers 10h. Il prononcera à la Knesset un discours important qui sera d'ailleurs boycotté par les députés arabes israéliens. Il rencontrera également le président de l'État Reuven Rivlin. Hier, le chef de file de la liste arabe unifiée, Ayman Oudeh, a déclaré que Pence était, je cite, un homme dangereux qui est arrivé dans la région sur les ordres d'un autre homme dangereux, un pyromane politique et un raciste qui n'a pas le droit de tracer une voie dans notre région. Fin de citation des propos d'Ayman Oudeh, le leader de la liste arabe unifiée, qui va donc boycotter la visite de Mike Pence à la Knesset demain. Lors de sa visite en Égypte hier, Mike Pence a déclaré « Nous sommes engagés au maintien du statu quo dans Jérusalem et à la relance du processus de paix » du Caire où il a rencontré Abdel Fattah al-Sisi. Le vice-président américain s'est rendu tard dans la soirée à Amman, en Jordanie où il est ce matin l'invité du roi Abdallah. Dans un éditorial dans le Haaretz, Rémi Chalev affirme que si Pence est considéré comme un héros en Israël, il est considéré comme le moteur principal de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël dans le monde arabe. Et c'est la raison pour laquelle Mahmoud Abbas a décidé de boycotter cette visite. Pour Chalev, cette visite est le symbole de la nouvelle alliance, de la Brit HaChadasha, ce que l'on peut également traduire par le Nouveau Testament, entre les régimes nationalistes aux États-Unis et en Israël et les pays arabes modérés comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Fin de citation. Et justement, à propos de la Jordanie, le Maariv se fait l'écho ce matin d'informations sur les préparatifs en vue d'une rencontre entre le roi Abdallah et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Une rencontre qui pourrait intervenir après plus de 6 mois de rupture due à la tension autour de l'affaire de l'agent de sécurité qui avait tué 2 citoyens jordaniens à proximité de l'ambassade d'Israël à Amman, une affaire qui s'est réglée en fin de semaine dernière, donc avec un accord de réconciliation qui a été conclu entre les 2 pays, un accord qui permet la réouverture de l'ambassade d'Israël à Amman dans les prochains jours. Côté israélien, on a qualifié cette réconciliation, je cite, de stratégique. Et en marge de cette visite, le Israël Hayom croit savoir que M. Netanyahou ne s'était pas trompé de beaucoup lorsqu'il avait affirmé que l'ambassade américaine serait transférée de Tel Aviv à Jérusalem d'ici la fin de l'année, en dépit du démenti formel fait par Donald Trump en fin de semaine. De hauts diplomates américains ont indiqué au New York Times que les démarches visant à concrétiser ce changement se déroulaient plus vite que prévu et que le transfert se fera d'ici 2019. Tous les quotidiens israéliens et les sites d'information ainsi que les journaux télévisés d'hier soir mentionnent en évidence l'incident déplorable qui s'est déroulé hier à la fin du Shabbat. Des manifestants israéliens, parmi ceux qui manifestent depuis près d'1 an devant auprès du domicile du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit à Petah Tikva, sont allés cette fois un pas plus loin, certains diront un pas trop loin. Ils sont allés perturber le conseiller juridique qui est un homme religieux avant même la fin du Shabbat. Ils se sont rendus devant sa synagogue alors qu'il était en train de prier l'office du samedi soir et qu'il s'apprêtait à réciter le Kaddish pour sa mère récemment disparue. À cause de ces manifestants, les gardes du corps du conseiller lui ont donné l'ordre de sortir de la synagogue avant la fin de la prière et avant donc qu'il n'ait pu réciter le Kaddish. Et c'est le titre du Yediot Aharonot ce matin. Des manifestants ont empêché le conseiller juridique de réciter le Kaddish pour sa mère. Le Yediot part d'un summum de honte et cite la réaction de la ministre de la Justice Ayelet Shaked qui a déclaré « Toutes les lignes rouges ont été dépassées par ces manifestants ». Les lignes rouges dépassées, c'est également le titre en une du Israël Hayom ainsi que dans certains sites d'information qui mentionnent cet incident en évidence. Pour revenir au Yediot Aharonot, le journal publie l'éditorial de Ben Dror Yemini qui accuse
qui accuse cette protestation, qui reproche à cette protestation contre le conseiller juridique du gouvernement de vouloir s'autodétruire. Cette protestation contre la corruption est légitime, mais à force d'incidents de ce type, elle risque de se transformer en une mauvaise blague, écrit ce matin Ben Dror Yemini, donc dans le Yediot Ahronoth. Le Israël Hayom consacre sa manchette à un ralentissement dans la construction en Judée-Samarie en 2017, l'année où, au travers de la victoire de Donald Trump, on aurait dû enregistrer une très sensible hausse de la construction. Le rythme de l'augmentation de la population en Judée et en Samarie a baissé de 0,5% et pour la première fois n'a pas dépassé les 4%. Au sein du Conseil des localités, on qualifie cela de gel tacite de la construction et l'on indique qu'à cause des problèmes bureaucratiques divers, la moitié des projets de construction autorisés pour 2017 n'ont pas pu être validés et en tout cas mis en chantier. Le journal se fait en particulier l'écho de la protestation des jeunes couples qui attendent depuis des années des logements dans certaines des localités de Judée et de Samarie où ils ont grandi. C'est le cas en particulier pour les habitants de la localité de Bethel qui protestent contre le non-respect des promesses faites par Binyamin Netanyahou lui-même il y a de cela plusieurs années. Autre site où la construction est apparemment gelée, Givat Hamatos, la colline de l'Avion située dans le sud-est de Jérusalem. Suite à l'opposition farouche de la chancelière à Angela Merkel, la construction de quelques 2600 unités de logement dans ce quartier a été gelée. À la présidence du Conseil, on dément l'information. Le porte-parole du gouvernement allemand a lui-même affirmé ne pas être au courant d'un tel développement. Les sites d'information soulignent que les recherches après l'un des assassins du Rav Raziel Shevar se poursuivent. Dans un premier temps, on avait estimé au sein des forces de sécurité que le corps de l'un de ces terroristes se trouvait sous les décombres de la maison où s'étaient retranchés au cœur de Jenin les terroristes. Mais après avoir déblayé l'endroit, les forces de Tzahal n'ont rien trouvé. Et hier, ou avant-hier, vendredi, le ministre israélien de la Défense a affirmé que les forces de sécurité pourchassaient le responsable direct de l'attentat contre le Rav Raziel Shevar Zichrono Livracha. Tous les sites d'information se font l'écho ce matin des paroles de rupture prononcées hier soir par le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, envers celui qui a été pendant de longues années son ami, et on peut dire même son partenaire politique, Avigdor Lieberman. Aryeh Deri a vivement critiqué le refus de Lieberman de voter la loi qu'il avait initiée sur la fermeture des supérettes le Shabbat, Chok HaMarkolim, comme on l'appelle en hébreu, et ce qui a fait grimper la colère du ministre de l'Intérieur, et également leader du parti Shas, c'est la campagne menée par Lieberman à Ashdod hier, afin d'encourager les commerces de cette ville qui compte aujourd'hui une forte population orthodoxe à rester ouvert durant le Shabbat. Une campagne qui a conduit Lieberman hier à Ashdod où 2500 personnes ont manifesté contre la loi sur les supérettes et contre la décision du maire d'Ashdod, Yehiel Lasri, d'imposer la fermeture de ses commerces dans la ville d'Ashdod durant le Shabbat sous la pression apparemment des partis orthodoxes au sein de sa coalition. Tous les quotidiens israéliens rendent ce matin hommage à un véritable héros d'Israël, le général Doron Rubin, qui s'est éteint hier à l'âge de 74 ans. Le général Rubin avait été le téméraire commandant du bataillon 202 des parachutistes de Tzahal durant la guerre de Kippour et le commandant de la brigade des blindés 500 durant la première guerre du Liban en 1982. Et on le voit ce matin sur une immense photo dans le Yediot Ahronoth qui lui consacre d'ailleurs une double page. On le voit en train de grimper sur une colline en 2013 alors qu'il avait déjà 70 ans. Donc on le voit monter sur cette colline devant de jeunes combattants de cette même unité des parachutistes qu'il a commandé en 1973. Le Yediot Ahronoth l'a interviewé une dernière fois, une ultime fois, jeudi dernier, à la veille de sa mort, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Bédarki, sur Métras, qu'il a qualifié de testament et de message aux combattants de Tzahal. Au cours de cette ultime rencontre, le général de Rubin avait déclaré que les opérations militaires dont il était le plus fier étaient celles qui sont restées jusqu'à ce jour secrètes. Et puis sachez que la presse et les sites d'information israéliens mentionnent ce matin parmi leurs titres en évidence la disparition du célèbre chef français Paul Bocuse. Certains le qualifient de pape de la cuisine française. Paul Bocuse qui avait 91 ans et qui était déjà venu en Israël. Certains internautes israéliens affirment ce matin en réaction à l'annonce de son décès avoir déjà goûté de sa cuisine. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par le Times of Israel qui interroge ce matin Paul Amar, l'ancien directeur de l'information sur Ivanka News, qui est aujourd'hui en Israël pour donner ce soir une conférence dans le cadre du Collège supérieur de Natania et de sa branche francophone présidée, on le sait, par Claude Breitman. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Comme promis, nous allons
Nous allons parler pendant le dernier quart d'heure de cette heure d'actualité de ce projet de Kol Olam, que l'on peut traduire de Kol Olam, que l'on peut traduire par la voix de tous, la voix de l'unité. Un projet dont nous allons voir des images grâce à notre ami David Amara qui va nous montrer pendant les 4 prochaines minutes ce qu'est ce Kol Olam. Et ensuite, nous parlerons avec Hagit qui a participé à l'un de ces projets. Elle nous expliquera comment tout cela se passe. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.